Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 mars. La montée des eaux de mars provoque inondations, routes coupées, évacuation d'habitants et puis un appel officiel à la vigilance. 2 cas avérés de fièvre afteuse aux Pays-Bas. Un embargo européen est décrété sur le bétail hollandais. Enquête sur le sentiment de racisme ou de xénophobie en France. Reportage dans une école de Vaux-en-Velin où les élèves ont des origines multiples. Le drapeau rouge du Parti communiste à la déprime. Les résultats des municipales suscitent débats et critiques internes. Document dans le journal avec le reportage de Dorothée Olyric et Gilles Jacquier dans une école coranique des talibans afghans appelée les madrassas. 28 mesures gouvernementales pour améliorer la scolarisation des enfants atteints de troubles du langage, dyslexiques ou dysphasiques. Les pluies persistantes en France provoquent des mises en état d'alerte dans plusieurs régions comme l'Île-de-France, la Seine-Maritime, la Saône-et-Loire, la Meuse ou encore le Doubs, où toutes les rivières sont en crue. Le gouvernement appelle ce soir à la vigilance. Dans plusieurs communes, les routes sont coupées et il faut évacuer les habitants. Pas seulement les habitants d'ailleurs, mais les animaux aussi, comme dans ce village de Torray. C'est à 30 km au sud de Chalon-sur-Saône, où se trouvaient Stéphane Bretner et Delphine Détry. Cette vache de 500 kg à déplacer, voilà le genre d'évacuation inhabituelle. Sous le regard attentif des autres agriculteurs du pays, les pompiers chargent les bêtes sur la barge. Le propriétaire veille lui-même à chaque détail. Il s'est fait surprendre par la crue. Je repousse l'évacuation de 3 jours. Il y a déjà 3 jours et puis le temps est toujours le même et puis il faut partir. Quoi. On n'a pas le choix. Je suis né à la ferme et puis je ne quitterai pas la ferme quoi qu'il en arrive. Les vaches iront attendre chez des amis. Le va-et-vient va durer toute la journée pour évacuer le troupeau en entier. Depuis samedi, Torray n'est accessible que par bateau, isolé. Nous arrivons dans le hameau le plus touché par la crue, au moins 1 mètre d'eau dans les maisons, toutes vides. Mais au coin de ce qui était une rue, surprise. Comment ça va? Bien. Ça baisse, ça peut pas aller mieux. Malgré la crue, pas question de partir. Quand on a des bêtes, on ne peut pas les abandonner. On est jamais Moi, parti, j'ai là. 7 chiens greniers, puis j'ai 14 chats, je ne peux pas laisser mes bêtes. Hein. Plus les petites poules, des faisans, des oiseaux, tout, je ne peux pas abandonner. Il faut qu'on soit là. Quand on rentre dans la maison, les bêtes sont bien là, mais loin du sol. Les Latargais habitent ici depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, il y a 30 cm d'eau, mais tout est organisé. Elle dort là, moi je dors de l'autre côté là-bas. Avec toute cette eau. Oui, t'es pas obligé, vous voulez qu'on aille? Je vais vous faire rigoler. J'ai fait une pièce au grenier, elle a mis avec des fleurs dedans. Des inondations, ils en ont vu d'autres. En 83, ils sont aussi restés à la maison, les pieds dans l'eau. Sous la coque du bateau, il y a environ 2 mètres de profondeur avant de retrouver la route. Aujourd'hui, il n'a pas plu et la Saône n'a baissé que de 10 cm. C'est dire le temps qu'il faudra aux habitants de Torray avant qu'ils ne retrouvent la terre ferme. Et les eaux d'inondés sont de plus en plus nombreuses dans tous les bassins fluviaux, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Les digues du Rhône, et je prends l'exemple pour la Camargue, sont sous haute surveillance en Camargue. Les sols sont souvent saturés et des débordements sont encore à prévoir. Dans de nombreux départements, des cellules de crise sont en place, car il faut gérer le quotidien des habitants des communes inondées. Parfois, l'eau potable, comme en Seine-Maritime, manque, et partout, on improvise. Commentaire Olivier Caroff. À Villeneuve-Saint-Georges, on commence à bien connaître la barque des pompiers. Trop bien même. Ce matin, les habitants n'ont pas vraiment été surpris d'avoir à quitter leur maison, envahie par un affluent de la Seine. Le quartier est classé zone inondable depuis longtemps, mais on ne se fait jamais à ce genre de galère. Tous les ans, c'est pareil. Bon, ça fait 4 ans que je suis là et ça fait 3 inondations qu'on a. Et on en a marre. Ras-le-bol. Seule consolation, ce poteau. Les traits rouges rappellent les crues historiques de 82 et de l'année dernière. Heureusement, le record ne sera pas battu cette fois-ci. Ça fait maintenant bientôt 3 heures que nous sommes sur les lieux, donc et on voit que quand même ça est en décrue là. En Bretagne, la décrue, on l'attend encore. Des maisons transformées en îlots et des habitants qui commencent à en avoir assez de ressembler à des naufragés. Carte à l'appui, celui-ci l'affirme, si l'eau est entrée chez lui, ce n'est pas dû à la fatalité. On lâche à Rennes, on lâche partout, on lâche toutes les eaux parce qu'effectivement Rennes ne doit pas être inondée, c'est normal. Mais
Du coup, Pont-Réan l'est inondé. Mais c'est parfois le seul moyen de limiter les dégâts. Voici le Rhône. Sorti de son lit, il s'est déjà répandu dans 18 communes. Et encore, selon Météo France, ce n'est là qu'un avant-goût de la journée de demain. Certains ont déjà pris leurs précautions. Voilà, donc la dernière fois, la flotte était au portail. La dernière pluie, en fait. Cet agriculteur a adapté son étable. Plancher surélevé, ravitaillement par bateau, organisation impeccable pour un vieil habitué. Ça doit être pas la 10e, mais pas loin. Donc, quand vous commencez à en parler dans les informations, moi j'ai dit 1 mètre de flotte. 1 mètre d'eau, parfois 2, qui déferlent en 3/4 d'heure, ce village du Calvados ne s'y attendait pas. Ici, on se croyait protégé par un bassin de rétention prévu pour les crues trentenaires. Le manque de chance, c'est que maintenant, les inondations trentenaires deviennent annuelles. Alors il n'y a que 2 choses à faire, rester vigilant et pagayer. À Montbazon, dans l'Indre-et-Loire, la tour médiévale s'est partiellement éboulée ce matin. La tour a glissé vers le bas lorsque le support du bâtiment a cédé. Une habitation est endommagée. Il faudra peut-être tout démonter pierre par pierre. Une trentaine de riverains avaient été évacués à la fin de la semaine dernière. Pour les heures qui viennent, la décrue n'est pas d'actualité. De fortes précipitations équivalentes à une dizaine de jours de pluie sont attendues cette nuit, de la Normandie aux Alpes. Mais demain, une amélioration est prévisible. Isabelle Martinet, après cette édition, vous en dira beaucoup plus. Après la Grande-Bretagne et la France, ce sont les Pays-Bas qui, à leur tour, annoncent 2 foyers avérés de fièvre afteuse. Aussitôt, les experts vétérinaires de l'Union européenne ont placé sous embargo les exportations du bétail hollandais. Commentaire Cyril Deveau. Les vétérinaires hollandais n'ont pas attendu les résultats des tests pour euthanasier 300 bovins dans cette ferme d'Osterwolde, à l'est du pays. Il fallait faire vite pour éviter la propagation de la fièvre afteuse. Car le premier foyer a été déclaré ce matin à 30 km seulement dans la petite commune de Holst, placée en quarantaine. 60 vaches et 20 moutons y ont été abattus. C'est vraiment triste pour les fermiers et pour tout le monde. Dans la même région, à Aune, c'est un élevage de chèvres qui est contaminé. Ce soir, 4 régions à risque sont recensées aux Pays-Bas. Les experts vétérinaires de l'Union européenne ont décidé un double embargo. Embargo sur toutes les exportations d'animaux vivants en provenance des Pays-Bas et embargo sur tous les produits qui peuvent véhiculer le virus. Afin d'enrayer l'épisodie de fièvre afteuse, tous les transports de lait et d'animaux sont interdits dans le pays. Les Néerlandais s'apprêtent à abattre 18 000 bêtes autour des exploitations suspectes. La Mayenne française n'est plus la seule région contaminée sur le continent. L'Argentine est également touchée par la fièvre afteuse. 25 foyers sont déclarés en Argentine. Et d'autre part, à Rome, aujourd'hui, des milliers d'éleveurs italiens étaient venus manifester dans le centre-ville pour réclamer des mesures d'aide en faveur de la relance de leur secteur, un secteur touché par la maladie de la vache folle. Le seuil des 400 foyers de fièvre afteuse est largement dépassé en Grande-Bretagne. 125 000 bêtes attendent d'être abattues et des dizaines de milliers de carcasses pourrissent, faute de moyens pour les éliminer. Laurent Boussier et Dominique Marotel se sont rendus au cœur même du district le plus touché. Partout, où que l'on pose le regard, ce ne sont que flammes et bûchers géants. Dans ce district de Cumbria, la région la plus touchée de Grande-Bretagne, près de 100 foyers de fièvre afteuse ont été recensés depuis le début de la crise. Dans cette ferme où ce poney est le dernier animal vivant, l'équipe chargée de l'incinération des carcasses vient d'allumer un nouveau foyer et désinfecte son matériel. À quelques dizaines de mètres, le propriétaire contemple la destruction de ce qui a été sa vie d'éleveur. Ces bêtes ont été abattues il y a près d'une semaine, mais ça n'est qu'aujourd'hui que les 200 tonnes de charbon, les 20 mètres cubes de bois, les bidons de détergent et les engins sont enfin arrivés. Toute cette organisation prend beaucoup trop de temps. Le charbon et le bois viennent tout juste d'arriver. Voilà 5 jours que mes bêtes ont été abattues et que les cadavres traînent dans la ferme avant qu'on ne les ait brûlés. La logistique ne suit plus et les carcasses de 70 000 bêtes déjà abattues pourrissent depuis des jours en attendant d'être incinérées. Aujourd'hui, alors que l'épidémie ne montre aucun signe de fléchissement, les 200 militaires appelés hier à la rescousse par le ministère de l'Agriculture ne suffisent pas à calmer la colère des éleveurs. Où est le régiment royal du génie? Pourquoi les pelleteuses ne sont-elles pas arrivées? Et pourquoi n'ont-ils pas commencé à creuser les tranchées? Pour certains, menacés de tout perdre, c'est la politique d'abattage du gouvernement qui est en cause.
Il en faut beaucoup pour mettre les fermiers en colère. Mais on est vraiment dégoûté de la façon dont la crise a été gérée. Le gouvernement britannique, qui pour l'instant a toujours été en retard d'une bataille sur l'épidémie, avait jusqu'à présent bénéficié d'une sorte de consensus national. Mais depuis quelques jours, les critiques se multiplient, aussi bien de la part des éleveurs, des vétérinaires, que de l'opposition parlementaire et d'une partie de plus en plus grande de l'opinion publique. Des milliers de viticulteurs dans les rues de Nîmes cet après-midi. Ils sont venus réclamer des aides financières d'urgence pour faire face à l'effondrement des cours de vin de table et de pays en Languedoc-Roussillon. Les excédents de vin sont très importants et c'est la 3e manifestation des viticulteurs en 7 mois. Ce soir, ils sont allés vers les chais beauquerrois et des risques d'affrontement sont possibles. Le jugement du tribunal correctionnel concernant les abus de biens sociaux aux dépens d'Elf sera rendu le 30 mai prochain. Dominique Verdeillan, ce furent donc aujourd'hui les dernières plaidoiries de la défense. Oui, vous savez, Claude, il est rare d'entendre dans un dossier financier des avocats plaider autant l'histoire d'amour déçu que le dossier. Alors pour maître Jean-René Fartois, Roland Dumas n'a pas bénéficié des avantages d'Elf. Et si on avait vérifié, dit-il, on se serait aperçu par exemple que 80% des déjeuners qui lui sont reprochés, eh bien, il était en déplacement à l'étranger. Et s'il a fait preuve de trop d'aveuglement ou de trop de légèreté, eh bien, nous ne sommes pas ici, dit-il, devant un tribunal de la morale. Pour ses avocats, Christine de Vigencourt a eu un emploi réel. Certes, elle a été un objet, elle a été utilisée par Sirvin. Sophie Bottet l'appelle même Christine au pays des merveilles. Maître Jean-René Fartois, lui, avait utilisé une formule moins heureuse en disant que dans ce dossier, Christine de Vigencourt avait été un peu la mouche du coche. Alors dites-moi Dominique, ça fait 2 mois de procès, il est possible de faire déjà un premier bilan ? Écoutez, on peut surtout dire qu'on a assisté à un procès à 3 temps. L'absence, l'espoir, le vide. L'absence de Sirvin et tout le monde en a profité pour se défausser. L'espoir avec son retour et ses éventuelles révélations. Le vide avec son silence et son départ du box. Alors le soufflet est retombé, nous sommes retournés à la case départ et vous le savez, les juges n'aiment pas tellement le silence. Oui, merci Dominique. Dans ce même palais de justice de Paris, mais devant la cour d'assises, le tueur en série présumé Guy Georges a été pour la première fois interrogé sur l'un des crimes qui lui sont reprochés. Guy Georges continue de nier. Compte rendu Yasmina Farber et José Boulestex. La douleur et la dignité d'un père pendant le récit du viol et du meurtre de sa fille. Jean-Pierre Escarfaille est le premier parent dans ce procès à entendre la description d'une nuit de cauchemar. Parce qu'elle avait 19 ans, elle a perdu la vie en janvier 91. Pensez à la dernière heure de cette fille de 19 ans, au dernier mot qu'elle a prononcé et que seul Guy Georges a entendu. Tout cela est évidemment bouleversant pour la famille et pour tous ceux qui sont présents. Quel mot? Qu'est-ce que tu fais? Tu me tues. Ces mots, c'est Guy Georges qui les confie aux enquêteurs. Pendant sa garde à vue, il donne le scénario de cette soirée. Il aperçoit Pascal à la sortie du métro dans le quartier de Montparnasse. Il la suit, s'engouffre dans l'immeuble. Au dernier étage, menacée par un couteau, elle ouvre la porte de son appartement. Le viol, les coups à la gorge. Devant ce policier, il décrit tout jusqu'au dernier détail sordide. Il boit une bière après la mort de sa victime. Mais aujourd'hui, Guy Georges nie. J'ai été passé à tabac, c'est pour ça que j'ai avoué. Les familles sont sous le choc. Tous vont avoir à subir la vision, l'écoute d'horreur. Et c'est à partir de ça, si vous voulez, qu'on essaye de faire quelque chose, de bouger. Bouger pour les familles de victimes, c'est demander la création d'un fichier d'empreintes génétiques élargi à tous les criminels. Un fichier qui permettrait, selon eux, d'identifier plus vite les agresseurs sexuels en série. De 3 à 5 ans de prison assortie d'une partie de sursis pour les 3 jeunes conducteurs impliqués dans une course-poursuite de voiture en juillet 98 sur l'A1 à hauteur de Saint-Denis. Cette course-poursuite avait coûté la mort à une femme et à ses 3 enfants. Décision du tribunal de Bobigny. On cherche une explication à la mort d'un garçon de 15 ans au collège Ernest Hemingway de Port-en-Bessin dans le Calvados. Une série d'intoxications a bien été constatée, mais on ne peut toujours pas déterminer l'origine exacte de la mort de cet adolescent. Des tests, des analyses sont en cours. Reportage Patrick Fandiot et André Issora. Dernière prière, dernier hommage d'un village éprouvé par la mort d'un adolescent de 15 ans. C'était jeudi dernier. Une semaine après, on ne sait toujours pas si ce décès est lié aux 3 intoxications au gaz survenues dans son collège ces 2 dernières semaines. L'établissement est désormais fermé et soumis à plusieurs tests. Tous les matins, la secrétaire vient vérifier l'état de santé des nouveaux pensionnaires du collège. Plusieurs couples de canaris sont placés dans les salles où les élèves ont été victimes d'intoxication. Ces oiseaux sont très sensibles aux émanations toxiques.
Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ils vont bien. Je pense que s'il y avait eu justement un gaz toxique ou quelque chose, une odeur épouvantable, ils n'auraient pas tenu non plus. Hein. Les experts perplexes cherchent partout, notamment dans les conduites d'aération et le système d'évacuation des eaux usées. Mais d'autres rumeurs sont évoquées dans le village. Cet agriculteur a confié aux gendarmes qu'on avait enterré des armes et des produits chimiques dans le sous-sol du bâtiment après le débarquement. Sur la ligne entre... Il y avait des produits qui étaient jaunâtres dans une boîte 5 kg, 10 kg à peu près, jaune âcre, hein, et donc on balançait ça dans ce puits-là. Donc enfin moi je peux m'imaginer que c'était quand même un produit assez toxique, parce que 50 ans après que la végétation ne poussait pas normalement, donc ça devait... C'est quoi, je ne sais pas. Tout cela ne rassure pas vraiment les parents, même si leurs enfants vont reprendre les cours demain dans d'autres établissements. C'est sûr qu'on a peur pour eux. Déjà pour nous, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils nous disent vraiment toute la vérité. C'est tout un village qui attend maintenant avec impatience les résultats de tous les tests commandés par les pouvoirs publics. Le sentiment raciste est peut-être en train de se banaliser. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'en inquiète. Selon un sondage Louis Harris, 43% des personnes interrogées se disaient en 2000 plutôt ou un peu racistes. D'autre part, l'idée que la France doit cesser d'accueillir les réfugiés aurait progressé de 10 points en 2 ans. Il était une fois en France, cet ouvrage, c'est un ouvrage aux éditions ENA réalisé par les frères Larkech. Ce sont des portraits de femmes et d'hommes connus ou non d'origine maghrébine. 2 des personnalités présentées se sont rendues dans une classe de 3e au collège de Vaux-en-Velin. Toutes les origines sont présentes dans cette classe et le dialogue entamé devant notre équipe avec Nabila Tabouri et Christian Guellet évoquait justement cette identité multiple loin du racisme. L'un est chanteur, l'autre chercheur. Habitué des hit-parades, Kamel est connu et reconnu pour son rap aux paroles inspirées. Moins médiatique, le professeur Sanadji lui manipule les souris et fait avancer la recherche sur le sida. Parcours exemplaire de 2 hommes que rien ne rapproche, si ce n'est leur origine étrangère. Leur mission aujourd'hui, montrer à ces collégiens de Vaux-en-Velin que les discriminations auxquelles ils se heurtent ne sont pas insurmontables. Le mot insertion intégration, c'est pratiquement pareil. Insertion, c'est-à-dire qu'on nous demande quoi? De s'insérer avec les autres, de rentrer dans leur système. Mais non, mais moi je marche là où je veux. Ne jouez pas ce jeu, affirmez-vous, tout simplement. Affirmez-vous, insérez-vous, faites ce que vous devez faire dans la société, faites-le bien, tout simplement. Dans cette classe de 3e, la diversité ethnique est de règle. Si la plupart de ces élèves sont nés en France et se sentent d'abord français, pour beaucoup, le racisme est une réalité. Le racisme, c'est quelque chose que tu as déjà subi, que tu as déjà vécu ou pas? Des fois, oui. C'est-à-dire? Par exemple, la négresse ou la carlouche, trucs comme ça, ça me dérange pas. Ça me fait ni chaud ni froid. Je fais ma vie normalement, ça me dérange pas, quoi. Les gens, ils sont comme ils sont, ils pensent ce qu'ils veulent. Je pourrais pas échanger. Ils sont comme ça, voilà. Une personne, elle peut avoir une origine, peu importe, c'est une personne comme nous, un être humain. Donc même, qu'importe sa nationalité, tout ça, sa personnalité, c'est la même. On est tous un être humain. Quand quelqu'un est raciste, des fois, tu lui parles, il ne peut rien entendre. Je crois que la meilleure réponse, c'est la réussite. Une réussite qui semble souvent hors d'atteinte pour les enfants d'immigrés. Il y a des gens qui s'arrêtent encore au fait qu'on soit arabe ou noir. Que ce soit sur le marché du travail ou à l'école ou n'importe quoi. Donc il faut être conscient de ça pour pouvoir surpasser ce genre de problème, les contourner enfin. Mais il ne faut pas que ça nous arrête surtout. Un message d'espoir pour des adolescents qui redoutent que la couleur de leur peau n'assombrisse leur avenir. Concernant la nouvelle équipe municipale de Paris, avec à sa tête Bertrand Delanoë, c'est demain ou au plus tard vendredi que l'on connaîtra sa composition. L'élection du maire aura lieu dimanche. En attendant, on parle des changements, des cartons et des placards. Principale cible, l'actuel secrétaire général de la mairie. Vous voyez le reportage de Laurent Hakim. Je suis un peu encombrant dans un placard. Il n'y aura peut-être pas de placard suffisamment étanche. Il y a encore quelques semaines, Bernard Bled entretenait malicieusement l'ambiguïté de son image, une véritable mémoire de la vie politique parisienne. Ses surnoms, Mazarin, Richelieu ou encore Raspoutine. Lui préfère celui d'âme damnée de Tibéri
Et c'est sûrement pour cela que, faute d'être vraiment menaçant, il est aujourd'hui vraiment menacé à son poste. Secrétaire général peut-être, conseiller politique sûrement, son tibérisme lui colle à la peau. Avant même les élections, Bertrand Delanoë avait déjà réglé la question. J'ai aussi du respect pour sa personne, indépendamment de ce que je conteste fortement dans son comportement politique, donc il n'y a aucune raison que sa personne ne soit pas respectée. Mais il ne peut pas rester secrétaire général de la ville de Paris s'il y a l'alternance. Aujourd'hui, le coffre-fort de Bernard Bled est presque vide, mais ironie du sort, il renferme un rapport encore chaud de la Chambre régionale des comptes, celle-là même qui dénonçait il y a peu les effectifs pléthoriques et les recrutements obscurs à la mairie. Quant au mystérieux dossier Monsieur Bled, déception, ce n'est qu'une revue de presse. Monsieur Bled sait d'ailleurs qu'il va partir, mais pour ses 40 000 protégés, tous fonctionnaires, pas d'inquiétude. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre désir de la part de M. Delanoë de se lancer dans une chasse aux sorcières effrénée. Je pense que ce n'est pas du tout dans son idée. Les postes les plus menacés sont ceux du cabinet, mais aussi ceux des grandes directions. Un tiers des directeurs pourraient être mutés. D'autres contractuels ou chargés de mission pourraient aussi faire leur valise, impossible à chiffrer aujourd'hui. Dans les couloirs, on croise autant d'élus que de cartons, mais personne ne croit à la chasse aux sorcières. Et l'entourage du futur maire de Paris cherche à rassurer. Non, pas de revanche, d'autant plus que nous connaissons encore une fois ces personnes, dans la mesure où dans l'opposition, nous les avons connus, dans les mairies d'arrondissement, nous avons travaillé avec eux. Depuis dimanche, la gauche victorieuse n'a pas joué à la gauche triomphante. Et si elle prépare un audit financier de la précédente mandature, ce n'est, assure-t-elle, que pour évaluer sa marge budgétaire et surtout pas comme acte de vengeance. Amusez-vous bien. Et dans ce même bâtiment de l'hôtel de ville, le groupe RPR, qui comprend désormais 33 élus, se réunissait aujourd'hui pour choisir son président. Philippe Seguin a finalement été élu par 18 voix contre 14 à Françoise de Panafu. À gauche, le Parti communiste est le plus touché par les échecs électoraux. Robert Hue fait silence, ce qui n'empêche pas les débats internes plutôt vifs. Reportage Thierry Clopeau et Pascal Caron. La place du colonel Fabien a presque des allures de forteresse assiégée. Jusqu'à présent, on critiquait la direction à mots couverts. Aujourd'hui, de son village de l'Oise, le député Patrice Carvalho accuse nommément Robert Hue d'être le fossoyeur des villes communistes perdues dimanche dernier. Il demande publiquement la démission du secrétaire général. La politique proposée par Robert Hue n'est pas comprise par les Français et en plus pas acceptée parce qu'elle ne correspond pas à grand chose. Ça se contente de faire des grandes déclarations. On devient un PS bis sur le côté ou les Verts bis. Et en fait, il n'y a pas d'espace politique pour nous puisqu'en fait l'espace est déjà pris. Et moi j'ai l'impression que la charrue est restée sur place puis les chevaux seront à courir devant en fait. Pour Patrice Carvalho, comme pour certains de ses collègues députés, le Parti communiste s'est coupé de son électorat populaire qui est allé vers la gauche extrême. Déjà dimanche soir, en pleine déroute, André Gérin, tenant de la ligne dure au PC, réclamait des têtes. La direction du Parti communiste est pour une part disqualifiée, eu égard à la défense de l'identité communiste en France. Devant cette volée de bois vert ou rouge, Robert Hue a choisi la voie du silence. Il ne s'exprimera que vendredi dans les colonnes de l'Humanité. Ce sont en fait les ministres communistes qui prennent sa défense. Pas question de nier la gravité de la situation et pas question de s'en prendre à Robert Hue. Si c'est une demande de démission de M. Hue, je dis non parce qu'il incarne la mutation et il faut aller aujourd'hui plus loin dans la mutation. Ce qu'il faut faire, c'est préparer notre congrès. Robert Hue, non seulement ne doit pas démissionner, mais je pense que ce serait une aberration. En octobre dernier, le champagne coulait place du colonel Fabien pour la fête d'un grand couturier italien. Dans 10 jours, au même endroit. Pour le Conseil national, l'ambiance sera tout autre. Robert Hue parlera de mutation du nouveau Parti communiste français. Il n'est pas sûr que cela soit suffisant pour calmer la soif de révolution de certains camarades. De son côté, le président du mouvement des citoyens, Jean-Pierre Chevènement, critique sévèrement le gouvernement et le concept de gauche plurielle, demandant à M. Jospin de faire les redressements nécessaires. Et puis sur ce sujet, je vous recommande ce livre, celui de Denis Collin et Jacques Cotta, aux éditions Lattès, L'illusion plurielle, pourquoi la gauche n'est plus la gauche. L'ancien président du Conseil général du Var, Maurice Arex, est décédé, longtemps maire de Toulon. Il était âgé de 83 ans. Son nom fut mêlé à des affaires de pots de vin pour lesquelles il fut emprisonné. Et puis son nom a été cité également lors de l'enquête sur l'assassinat de la députée du Var, Yann Pia, en 1994. Les talibans afghans installés à Kaboul depuis l'automne 1996 contrôlent maintenant la quasi-totalité de l'Afghanistan. Mais ces étudiants islamistes, extrémistes, restent au banc des nations internationales. Nos envoyés spéciaux, Dorothée Lyric et Gilles Jacquet, les ont retrouvés dans une école coranique appelée Madrasas, près de la frontière avec le Pakistan.
Les talibans sont nés sur cette terre pakistanaise à une centaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. La légende dit que les talibans, littéralement étudiants islamistes, sont les créatures du Pakistan, qu'ils sont formés dans ces madrasas, les écoles coraniques, puis armés et financés par le gouvernement d'Islamabad. L'appui pakistanais est réel, mais la madrasa a son existence propre, ses lois aussi. Les études théologiques durent en moyenne 7 ans. On vient ici pour apprendre le Coran et pour aussi apprendre comment se conduire dans la vie. Quelles règles appliquer pour devenir un bon musulman dans la pure tradition islamique. Leur maître à tous, c'est lui, le mollah Samiulak. Il enseigne à ses étudiants la discipline et l'honnêteté, ce qui est devenu l'une des marques de fabrique des talibans. Mais derrière la rigueur et la générosité se cache le fanatisme. L'homme est la civilisation occidentale. Quand on casse les statues, alors ça fait crier le monde entier. Vous devriez plutôt penser aux réfugiés en difficulté, plutôt que de vous préoccuper de simples pierres. Le mollah Samiulak est un grand religieux connu et respecté aussi bien au Pakistan qu'en Afghanistan. Dans son bureau, nous découvrons d'étonnantes photos. Le mollah pose aux côtés d'Oussama Ben Laden, le terroriste le plus recherché des États-Unis. Ils sont amis depuis 20 ans. Ces photos ont été prises il y a 2 mois en Afghanistan. Le monde entier recherche cet homme, alors je ne vais pas vous donner le détail sur cette rencontre. Sinon les Américains vont lancer des raids pour tenter de l'éliminer. En Afghanistan, Ben Laden est sous la protection des talibans. Des talibans qui, à Kaboul, appliquent les lois rédigées ici, dans les madrasas. À la base, le Coran. Mais en fait, les talibans interprètent de façon extrémiste, excessive, tous les textes religieux. C'est un honneur pour les femmes de porter le tchadri, le voile qui les couvre de la tête aux pieds. Là-bas, en Afghanistan, ces mêmes étudiants islamistes font régner leur ordre. Le régime des talibans n'est officiellement reconnu que par 4 pays dans le monde, dont le Pakistan. Compte à rebours maintenant pour la station Mir. Les derniers préparatifs pour sa destruction sont en cours. Tout devrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. Mir sera détruite pour des raisons financières et de sécurité après une longue histoire spatiale. Commentaire Patrice Pellet. Après 80 000 tours de terre, pour Mir, la paix en russe, l'heure de la destruction approche. C'est en 86, à la surprise générale, que les soviétiques envoient le premier tronçon. Les Américains sont stupéfaits de l'audace. Premier équipage, première sueur froide, le sas d'accès refuse de s'ouvrir. On a eu d'énormes difficultés pour ouvrir le sas de la station. Sur Terre, les ingénieurs avaient trop serré les manivelles. À l'époque, à bord, on ne fait pas d'expérience scientifique. On fait du renseignement. On filme, on enregistre ce qui défile en bas. Et Mir devient trop petite. Alors, un programme d'agrandissement est décidé. 6 modules sont assemblés. Immédiatement, c'est la ruée vers Mir. En 15 ans, plus de 100 cosmonautes, hommes, femmes, vont se succéder. Premier étranger à bord en 88, le Français Jean-Loup Chrétien. Dans l'espace aussi, il y a des surprises. En 90, l'équipage change de nationalité. Parti soviétique, il revient russe. Et Sergueï Krikaliev, pour cause de putsch à Moscou, patiente 6 mois dans l'espace. 7 ans plus tard, tout se dérègle. Les ordinateurs tombent en panne. Le feu à bord. 4 mois plus tard, un vaisseau de ravitaillement percute le module Spectre. C'est dans une station dont personne ne sait si elle restera opérationnelle que la Française Claudie André Deshaies effectue une mission de 17 jours. Jean-Pierre Aigneret mettra la clé sous le paillasson. Il n'oubliera jamais sa sortie dans l'espace, ni son difficile retour sur Terre, où il sera victime d'un malaise. La dernière aventure d'un cosmonaute après un séjour dans Mir. Pour améliorer la scolarisation des enfants atteints de troubles du langage tels que la dyslexie, un plan gouvernemental vient d'être annoncé en faveur d'au moins 500 000 enfants. Il n'y a actuellement pas ou très peu de structures adaptées. Il faudrait prendre exemple sur cette école. C'est à l'intérieur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Vous voyez le reportage de Nabila Tabouri et Valérie Lucas. Aujourd'hui, on étudie
Comme le dos. En plein milieu de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, une classe de CP presque ordinaire. Il nous manque quand même peut-être quelque chose. Qu'est-il? Ici, les élèves ne sont pas nombreux, pas plus de 8 par classe. C'est un maximum pour ces enfants atteints de graves troubles du langage. Dysphasiques, ces écoliers réapprennent à parler grâce aux gestes et aux jeux. Le maquillage, ça m'a aidé. Elle a fait tout. Et j'ai un petit peu lu, un petit peu parlé. C'est un travail comme de duel entre l'enseignant et l'enfant où il a besoin de nous voir tout le temps pour l'aider, pour l'aider à retrouver le son, à s'en imprégner pour arriver à le ressortir. 3 à 4 heures par semaine, les élèves abandonnent leur classe pour une séance d'orthophonie dans le bâtiment voisin. Arrosoir. Cet établissement adapté qui allie enseignement et soins existe depuis 10 ans. Faute de moyens, il ne peut accueillir que 3 classes langage. Or, les besoins en structures similaires sont beaucoup plus importants. Avec des structures comme ici, c'est pas bien malin d'en créer d'autres dans d'autres hôpitaux, dans d'autres régions, avec des relations avec les écoles de quartier qui permettent de réinsérer les enfants à la sortie dans des conditions satisfaisantes. C'est faisable et à mon avis, c'est pas cher. En plus, il faut simplement changer les mentalités des gens. D'autant qu'il y a urgence, faute de dépistage et de moyens, des centaines de milliers d'enfants ne sont pas pris en charge comme ici, au risque de compromettre gravement leur avenir. Du sport avec les championnats du monde de patinage artistique actuellement à Vancouver au Canada. Le couple Anissina et Pesra est à égalité actuellement avec les Italiens, champions d'Europe, à l'issue des épreuves imposées. Il reste les épreuves libres. Du football avec de sévères sanctions contre le PSG et le Parc des Princes après les incidents, vous vous en souvenez, ces images lors du match contre le club turc de Galatasaray, c'était le 13 mars dernier. Le terrain Parc des Princes est suspendu pour 3 matchs européens et puis une amende est infligée au PSG de 650 000 €, soit un peu plus de 4 275 000 francs. L'extraordinaire expédition L'Esprit de Bougainville avec le navire La Boudeuse de Patrice Franceschi s'est brutalement achevée au large de Malte dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. La jonque chinoise, réplique d'une vraie jonque, en avait fini avec son périple en Indonésie et dans les Philippines. Au mois de mai prochain, France 2 vous proposera une série de documents sur cette expédition de La Boudeuse, riche en rebondissements mais fâcheusement terminée. Commentaire Hélène Hugues. Elle avait navigué dans les contrées les plus sauvages, résisté aux pires tempêtes. Elle avait même esquivé par 2 fois des attaques de pirates. 22 mois d'aventure mouvementée dans l'océan Indien et le Pacifique. Et sur le chemin du retour, à quelques centaines de milles seulement des côtes françaises, la Boudeuse a connu son premier, son unique avatar. Elle heurte un objet, sans doute un conteneur à la dérive. Une voie d'eau se déclare à bord. Toute la nuit, l'équipage s'efforce de colmater. Au petit matin, un SOS est lancé. Un pétrolier répond, il faut abandonner le navire. Au lever du soleil, la Boudeuse sombre. L'équipage est sain et sauf. C'est 22 mois qui partent à l'eau, quoi. Donc ça c'est quelque chose, c'est difficile à exprimer. Ça c'est bon. Il y a une douleur, ça c'est clair. Bon, on essaye d'imaginer que la Boudeuse a poursuivi son destin, fait de l'exploration abyssale. Fin tragique et romanesque d'un bateau d'exploration construit sur le modèle des jonques chinoises du 19e siècle. Pendant 22 mois, la Boudeuse a suivi les traces de Bougainville à la découverte des îles de l'Insulinde. Une quarantaine de scientifiques de toutes disciplines se sont succédés à son bord. Elle leur a permis d'aborder des territoires encore inexplorés, découvrir leur faune, leur flore, leur géologie, leurs habitants, leurs traditions. Des trésors d'informations collectées, la science et l'aventure mêlées. La Boudeuse est morte, mais elle avait fait ce qu'elle devait faire, déjà. Elle ne faisait que rentrer au bercail. Donc elle avait achevé sa mission et à partir du moment où elle est morte comme elle avait vécu, c'est peut-être mieux comme destin. Franceschi et son équipage repartiront, il l'assure. Il leur faut trouver un nouveau bateau. Le nom est déjà choisi,
Il s'appellera le Phénix. Toute l'aventure de la boudeuse, c'est au mois de mai sur France 2. Du cinéma avec la sortie aujourd'hui de Ali Zawa de Nabil Ayouch. Nabil Ayouch a planté ses caméras dans les rues de Casablanca. Ali Zawa vient de remporter le Grand Prix de l'Étalon du Festival du cinéma africain à Ouagadougou. Héros du film Les Enfants, livrés à la dure loi des rues marocaines de Casablanca. Reportage Marie-Jo Jouan et Christian Leroux dans cette ville. واحد المرة زوينة باه كتسمى ودارو عرس كبير وكل القنطار ديال الفاني. Hicham, Mounim, Mustapha ont des rêves comme tous les enfants du monde. Seulement voilà, leur quotidien est plus proche de l'enfer que du paradis. La drogue, les agressions sexuelles, la mendicité. Le réalisateur marocain Nabil Ayouch les met en scène dans les rues de Casablanca, leur univers. En rupture de famille, d'école, orphelins. Pour les apprivoiser, Nabil Ayouch a travaillé pendant 3 ans avec les éducateurs de l'association Baïti. Il a essayé de comprendre leur mode de vie, leur code. C'est un univers qui est très proche de celui des animaux, des meutes de loups. En tout cas, pendant les années où j'ai travaillé avec eux en amont de ce film, je me suis aperçu qu'ils avaient un petit peu la même façon de répondre dans l'urgence à certains besoins primaires qui nous sont à nous étrangers, comme se nourrir, se vêtir, dormir en sécurité. Pour aborder cette réalité sans tomber dans le misérabilisme, le réalisateur a choisi la forme du conte. L'histoire d'Ali Zawa, tué dans une bagarre et que ses copains ont décidé d'enterrer comme un prince. Une aventure qui aura permis à ces jeunes acteurs de retrouver une certaine dignité, de l'affection aussi. J'avais beau essayer de mettre toute la distance possible parce que je savais bien qu'il y avait danger et je leur disais également à eux aussi que ce film ne devait représenter qu'une période de leur vie. Même malgré tout, les barrières à un moment s'effondrent et on donne professionnellement, on donne physiquement et on est obligé de donner aussi affectivement beaucoup. Certains sont retournés à la rue, d'autres ont trouvé un travail. Hicham, lui, a réalisé son rêve, devenir acteur. Il est actuellement la vedette d'un sitcom marocain. Aujourd'hui, sous l'égide de l'UNESCO, une structure d'accueil a été créée pour la réinsertion de ses enfants. Ali Zawa. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle que les conséquences des intempéries, la montée des eaux de Mars qui provoque des inondations, des routes coupées, l'évacuation d'habitants et puis un appel officiel à la vigilance. Isabelle Martinet dans la météo dans quelques secondes vous en dira plus. Ça pourrait s'améliorer dès demain. Le dernier journal, minuit 40 avec Thierry Tuillier, suivi des mots de minuit, Philippe Lefebvre au Salon du Livre. 7h50 demain dans la 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Pierre Ignoré, l'astronaute. Puis à 13h, vous retrouverez bien sûr Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.